Bonjour. Alors, le partage d'aujourd'hui, ça s'intitule Devenir une personne dragon. Alors, une personne dragon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, au départ, c'est une histoire qui se raconte dans le Tchad, et puis à l'arrivée, eh bien, c'est nous. Donc, voilà l'histoire. On dit qu'il existe au pied des sources jaunes un endroit où se réunissent les poissons. Les poissons, ces poissons, vous savez, sont les carpes, les gros coïs comme ça. Et alors, elles se réunissent dans le bassin en bas au pied des sources jaunes, puis avec ténacité, avec courage, elles se mettent à remonter les chutes d'eau. Et lorsqu'elles parviennent en haut, elles sont des poissons dragons. En fait, ça ne se voit pas du tout. Extérieurement, elles n'ont pas changé, mais elles ont passé la porte du dragon, la porte sans porte, et ce sont des poissons dragons. Alors, je dois préciser qu'en Asie, les dragons, les serpents, les dragons sont considérés comme des sages, ce sont des protecteurs du dharma. Vous avez sans doute vu ce qui est pour moi une des plus belles représentations du Bouddha, le Bouddha assis avec un visage très paisible, très calme, assis sur le naga. Le naga, c'est le roi des serpents de dragon. Et il y a la sorte de capuche du naga comme ça qui recouvre un peu la tête du Bouddha. Je l'ai mis sur le blog de Nous asseoir ensemble parce que je trouve que c'est une des plus belles illustrations que je connaisse. Donc, qu'est-ce qui fait que nous aussi, un jour, peut-être sans le savoir, nous pouvons passer par cette porte et devenir des personnes dragons, perdre nos entraves et gagner notre liberté, comme le dit Arada Shodo Roshi, ce Arada Roshi de l'école Rinzai dont on a parlé ces dernières semaines. Voici le texte. À la triple porte du dragon, là où les vagues s'élèvent, les poissons deviennent des dragons. Ces vers proviennent d'un poème de Setcho, extrait du recueil de Koan de la falaise verte. Au printemps, lorsque les pêchers sont en fleurs, les carpes se rassemblent au pied des 3 cascades du fleuve jaune, appelées la porte du dragon, et la légende raconte que celles qui parviennent à remonter les cascades deviennent des dragons. De même, après avoir pratiqué avec rigueur pendant 6 ans et avoir tout mis de côté pour actualiser directement l'énergie vitale, le Bouddha vit l'étoile du matin et sut qu'il était cette étoile même, sans séparation ni intérieure ni extérieure. Pour nous, avec toutes nos illusions et tous nos manques, nous pouvons complètement remonter aussi cette cascade. Ce qui fait que nos habitudes qui consistent à penser, à présumer, à projeter sont balayées et nous devenons un dragon capable de voler dans le ciel. Perdant nos entraves, nous gagnons notre liberté. Pour transpercer la pensée conceptuelle et lâcher nos bagages mentaux, nous devons clarifier notre être avec les mêmes efforts et la même détermination que mettent les carpes pour remonter les cascades. Lorsque nous remettons tout en question, nous connaissons l'état d'esprit du Bouddha. Et là, il passe à une autre, ça s'adresse à nous tous. Et puis là, il passe à une autre thématique qui est notre responsabilité en tant que pratiquants de la voie du Bouddha. Il dit, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi il est essentiel de suivre le chemin jusqu'au bout. Ceux qui l'ont fait ne semblent pas si différents en apparence. Ce qui change, c'est la manière dont ils fonctionnent et vivent. Dire que nous mourrons de toute façon ou que l'éveil ne changera rien au fait que nous ayons faim, qu'il n'empêchera pas le monde de traverser ces crises, revient à nier cette vérité. Les personnes qui ne voient pas l'intérêt d'affiner leur propre état d'esprit resteront toujours à la merci de leur corps, de ses besoins, ballottés par leurs émotions et leurs pensées. Toute personne qui s'éveille, dit-il, peut en guider d'autres et les aider à s'éveiller à leur tour. Ça, c'est le principe de la transmission d'allant. Toute personne qui s'éveille va aider d'autres personnes à s'éveiller à leur tour. De la même manière que l'illumination du Bouddha continue à influencer celle d'autres personnes aujourd'hui encore. Mais bien que l'éveil du Bouddha ait été maintenu vivant pendant 2500 ans, si personne ne poursuit ce travail, il n'y aura plus personne pour en parler aux générations futures.
peu importe le nombre de textes ou de recueils laissés. Parce que la pratique de la voie du Bouddha est une pratique. Donc même si nous avions aujourd'hui tous les textes et tous les recueils, s'il n'y avait pas des personnes ayant franchi la porte du dragon, des personnes pour transmettre leur propre illumination, montrer cette illumination réalisée à travers le corps et l'esprit, eh bien peu importerait donc le nombre de textes, de recueils laissés. Ceux qui n'ont pas directement réalisé la nature de Bouddha ne seront pas en mesure d'effleurer sa vérité profonde. Et il termine en disant ceci: l'éveil de chaque personne est donc essentiel. J'ai trouvé cette phrase très forte parce qu'elle nous met directement en face de nos responsabilités. Nous qui étudions la voie du Bouddha, nous pratiquons, nous nous éveillons pour poursuivre le chemin du Bouddha. Et là, je me suis représentée, je me suis dit, en fait, nous sommes des relais sur ce long chemin. Et voilà, ça m'a bien intéressé cette idée de relais. Vous savez, comme les courses de relais, comme ça, avec les gens qui se repassent quelque chose. En fait, parce que dans cette idée de relais, il y a deux côtés. Le côté de recevoir, nous recevons de tous ceux qui ont réalisé la voie, et puis le côté de redonner. Cette double fonction du donner et recevoir que nous avons vu beaucoup à travers les textes de Chiyama Roshi, par exemple. Et aussi, là aussi, il y a deux côtés. Parce que nous allons transmettre à notre façon, dans nos limites, évidemment. Donc, nous allons le transmettre avec ce que nous sommes, avec nos limites, mais nous allons aussi être indispensables pour que cette transmission puisse se faire, pour que l'étoile du matin puisse continuer à éclairer la vie de tous les êtres. Et quand j'ai lu ce texte, cette chose de poisson-dragon comme ça, en fait, là, j'aurais parlé de façon plus personnelle, mais en fait, ce que j'ai revu, c'est Zuigakuin, le temple de mon maître, Moriyama Roshi. Parce qu'au départ, c'était un poisson, c'était une vieille ferme qui se trouvait dans le centre du Japon, et puis elle a été démontée, remontée dans la montagne, et le Roshi s'est installé là, au départ seul dans ce temple, soutenu par ses maîtres, bien sûr. Et puis, il a fait revivre la tradition de Maître Dogen avec courage, avec persévérance. Et pour moi, je pense que Zuigakuin est devenu un temple dragon. Il n'y a rien de zen là-bas, il y a pas, c'était pas vraiment du tout ce qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était Maître Dogen. Donc il n'y a pas de calligraphie, il n'y a pas de jardin zen, il n'y a pas d'ikebana, etc. Mais c'est le lieu vivant du Dharma. Et cette ferme, donc, est devenue un temple dragon. Et le Roshi, pour moi, était un maître dragon. Non pas dragon dans le sens effrayant, bon, à peu près tout le temps, mais parce qu'il m'a rappelé une phrase de Maître Dogen dans le Fukan Zazengi. Lorsqu'il parle de la réalisation de la sagesse des Bouddhas, Maître Dogen dit: si vous réalisez cela, cette sagesse des Bouddhas, vous êtes complètement libre, comme un dragon qui s'ébat dans l'eau ou un tigre étendu dans la montagne. Et c'est ça, être une personne dragon complètement libre de soi, être la forme pure de ce que nous sommes réellement. Et ça, il faut comprendre que c'est une liberté juste. Je reviens à ce terme de juste qui est si important pour moi. C'est-à-dire que c'est pas détaché de tout et je suis libre, je fais ce que je veux, je m'en fiche. Non, au contraire, c'est être en harmonie avec le tout. Et c'est trouver tout naturellement le geste juste, la parole juste pour répondre à ce qui se présente. Et à ce moment-là, cette personne dragon, eh bien, il y a la gaieté, il y a la joie, parce que nous sommes libres de nous-mêmes. Et là, ce qui m'est revenu, moi, j'aime beaucoup aller m'appuyer sur les maîtres, en fait. Et moi, c'est ce qui m'est revenu là, c'est un passage du texte, qui est un des plus beaux textes que je trouve, qui s'appelle Le Chant du Zazen, du maître Hakuin. Et ce passage dit: notre pensée étant maintenant la non-pensée, nos danses et nos chants sont la voix du Dharma. Et moi, pour moi, l'écho du rire de Maître Moriyama résonne toujours à travers le Japon, l'Europe, l'Amérique du Sud, à travers le monde entier, au-delà du temps et de l'espace. Et c'est le rire d'un Maître Dragon. Voilà. Alors, je reviens, qu'est-ce qui fait que nous aussi, un jour, sans le savoir sans doute, nous allons passer par cette porte et devenir des personnes dragons? Quelle décision, quel pas en avant, quelle réalisation de ce que nous voulons faire dans notre vie va nous amener là? Eh bien, nous aurons fait face avec courage, avec persévérance,
et nous allons perdre nos entraves et gagner notre liberté, comme dit Arada Roshi. Et ça va nous rendre capables d'aider tous les êtres avec générosité parce que nous allons sortir de ce petit moi poisson, si je peux dire, voilà autre chose pour le petit moi poisson, et nous allons nous ouvrir au monde et devenir des personnes dragons. Et moi, bien sûr, je ne peux qu'être d'accord en tant que non-bouddhiste avec ce que dit Arada Roshi, c'est-à-dire cette responsabilité de transmettre et de partager tout ce que le Bouddha nous a donné. Mais j'aimerais, parce que je suis une personne aussi du 21e siècle, j'aimerais ajouter une chose. Il me semble que dans notre société telle qu'elle est aujourd'hui, il y a une autre chose extrêmement importante à transmettre, qui n'est pas facile, qui va demander aussi du courage et de la persévérance pour remonter les cascades. Et ce que nous avons à transmettre aujourd'hui, ce qu'il est impérieux de transmettre, je pense, c'est notre humanité même. Merci beaucoup, encore plein de merveilles.